1945. Une ville de 245 000 habitants se réveille sous un ciel serein. Les ménagères allument leurs braseros au charbon pour préparer le petit déjeuner. Des lycéens marchent en colonne vers des terrains vagues où l'on démolit des maisons pour créer des pare-feux. Un simple soldat fraîchement arrivé de Tokyo regarde par la fenêtre de la caserne et se dit qu'il s'ennuie. Il veut être de retour chez lui pour fabriquer des cahiers d'écoliers. À 8h15 du matin, le 6 août, toutes les horloges d'Hiroshima s'arrêtent. Ce qui s'est produit entre l'aube grise du 26 février 1936, lorsque 1400 soldats ont marché dans les rues enneigées de Tokyo vers les demeures des ministres, et cet instant où la chaleur de 300 000 degrés Celsius a fondu la surface du granit à 1 km à la ronde, fut l'arc d'un empire qui a cru pouvoir refaire le monde à son image. Ceci est le récit de la façon dont cet arc s'est construit, dont il a brillé avec une force dévastatrice et dont il s'est effondré sur ceux qui l'avaient édifié. La perspective japonaise de la Seconde Guerre mondiale commence bien avant Pearl Harbor. Elle commence dans les champs gelés de Mandchourie, dans les ruelles de bordel de Tokyo, dans les salles de classe des académies militaires où de jeunes officiers apprenaient que mourir était plus honorable que de se rendre. Le 25 février 1936, la neige tombait sur Tokyo. Il était tombé plus de 30 cm en 3 jours, brisant un record de 54 ans. Mais ce que préparaient 1400 soldats cette nuit-là n'avait rien à voir avec le climat. Ils avaient un nom pour ce qu'ils étaient sur le point de faire, Gekokujo, littéralement ceux d'en bas dominant ceux d'en haut. Un terme forgé au XVe siècle, lorsque les seigneurs provinciaux ignoraient les ordres du shogun et que le shogun ignorait ceux de l'empereur. Dans le Japon de 1936, il avait trouvé une nouvelle vie. Le mécontentement avait des racines réelles. La Grande Dépression avait détruit l'économie rurale japonaise. Le prix de la soie brute, principale exportation du pays, avait chuté de plus de 50%. Des agriculteurs du nord-est de Honshu envoyaient leurs enfants dans les villes parce qu'ils ne pouvaient plus les nourrir. Certains en sont venus à vendre leurs filles à des maisons de geisha pour quelques yens. Les jeunes officiers de l'armée, fils de ces petites familles de propriétaires et de commerçants, voyaient la corruption des politiciens urbains, les scandales des grands consortiums zaibatsu comme Mitsui et Mitsubishi et ressentaient une indignation qui s'était transformée en doctrine. La nation était entre les mains de traîtres et seule une purge violente pourrait restaurer la pureté de l'Empire. Ikikita leur avait donné l'évangile de cette purge. Son pamphlet, Esquisse générale de mesures pour la reconstruction du Japon, circulait de main en main parmi les officiers les plus jeunes. Kita mêlait le socialisme à l'impérialisme. Les grandes fortunes devaient être confisquées, les partis politiques dissous et le Japon libéré des puissances obscures pour accomplir sa mission historique de racheter toute l'Asie de la domination occidentale. Le matin du 26 février, les groupes d'attaque sont partis vers leurs objectifs. Le lieutenant Kurihara a fait irruption dans la résidence officielle du Premier ministre Keisuke Okada à 5 heures du matin. Dans l'obscurité et le chaos, ces hommes ont tué par balle le beau-frère du Premier ministre, Denzo Matsuo, le confondant avec Okada. Le Premier ministre a survécu caché dans une armoire sous une pile de linge sale. Le ministre des Finances, Korekiyo Takahashi, un homme de 74 ans qui avait commencé sa carrière comme laquais et était venu à présider la Banque du Japon, n'a pas eu cette chance. Un officier lui a vidé son pistolet, puis un autre lui a coupé le bras avec un sabre et l'a poignardé au ventre tout en criant « Tenshu Ing ». Châtiment du ciel. Le grand chambellan Kantaro Suzuki a reçu 3 tirs. L'un lui a percé le cœur. La baïonnette du soldat était déjà sur sa gorge quand l'épouse de l'amiral a crié « Ne le faites pas !» Et le capitaine Ando, qui avait par le passé débattu avec Suzuki sur les réformes nécessaires et continuait de l'admirer en secret, a ordonné qu'il se retire. « Pardonnez-nous pour cela », a-t-il dit à Madame Suzuki avant de partir.
Le comte Nobuaki Makino s'est échappé d'une montagne en flammes grâce à sa petite fille de 20 ans, Kazuko, qui a étendu les manches de son kimono devant les soldats comme un mur de soie. Un soldat a crié « Succès !» et a convaincu les autres de se retirer. La rébellion a duré 4 jours. Les insurgés ont occupé le ministère de la guerre, les casernes voisines du palais et le siège de la police métropolitaine. Mais l'empereur Hirohito, informé en détail dès le premier moment, les a qualifiés de « simples assassins » et a exigé leur suppression immédiate. Il n'y avait aucune ambiguïté dans sa position. Envoyer des troupes dès maintenant et supprimer cette affaire. Le 29 février, les rebelles se sont rendus paisiblement. 19 ont été exécutés. Iki Kita est mort fusilé en août 1937. Mais la rébellion a laissé quelque chose de plus durable que le sang dans la neige de Tokyo. Elle a démontré que l'armée était incapable de se contrôler elle-même et que le gouvernement civil était trop faible pour s'imposer. Dans les années suivantes, les militaires allaient consolider leur domination sur le cabinet, la presse et la politique étrangère du Japon au moyen d'un mécanisme simple. L'armée et la marine avaient le droit constitutionnel de désigner leurs propres ministres et s'ils retiraient ces ministres, le cabinet tombait. Tout gouvernement qui défierait les ambitions militaires serait dissous. Il ne fallait pas une autre rébellion. Le Gekkokujo avait trouvé sa forme institutionnelle. La nuit du 7 juillet 1937, une compagnie japonaise effectuait des manœuvres nocturnes à moins de 2 km d'un grand contingent chinois près du pont de pierre que Marco Polo avait décrit au XIIIe siècle comme le plus beau qu'il ait jamais vu. Lorsqu'un sonnel de clairon a signalé la fin de l'exercice, des coups de feu sont arrivés depuis les lignes chinoises. Les Japonais ont répliqué. En quelques minutes, l'échange s'est terminé. Il y avait un seul Japonais porté disparu. La négociation a commencé et les deux parties avaient déjà convenu qu'il s'agissait d'un malentendu lorsqu'une seconde rafale est tombée sur les deux compagnies japonaises depuis une direction non identifiée. Qui a tiré cette seconde rafale n'a jamais été établi avec certitude. Certains généraux japonais ont cru après la guerre qu'il s'agissait d'agents du Parti communiste chinois, intéressés à provoquer une guerre totale entre Chiang Kai-shek et l'armée impériale. Le général Mao Zedong avait écrit cet automne-là à ses troupes que le conflit sino-japonais était une excellente opportunité pour l'expansion du Parti communiste. L'histoire des responsabilités croisées est restée sans réponse, mais le résultat a été sans équivoque. L'armée japonaise dans le nord de la Chine a contre-attaqué et avant la fin de la semaine, Tokyo envoyait des renforts, 2 brigades de l'armée du Kwantung, une division de Corée et 3 de l'archipel, sur le terrain de ce qui devait être une solution locale. Ce ne le fut pas. L'incident du pont de Marco Polo a marqué le début de la Seconde Guerre sino-japonaise, que le gouvernement de Tokyo ne déclarerait jamais formellement comme guerre pour éviter que les lois de neutralité américaines ne coupent l'approvisionnement en matières premières. Ils l'ont appelé l'incident de Chine. Shanghai est tombé en novembre 1937, après 3 mois de combats brutaux, au cours desquels l'armée chinoise a résisté avec plus de ténacité que prévu. Le général Iwane Matsui a progressé vers Nankin, la capitale, convaincu que sa capture obligerait Chiang Kai-shek à négocier. Le 13 décembre 1937, les troupes japonaises sont entrées dans Nankin. Ce qui s'est produit au cours des semaines suivantes a été consigné dans les journaux d'officiers japonais, dans les lettres de missionnaires occidentaux restés dans la ville et dans les témoignages de survivants chinois. Les estimations les plus acceptées par les historiens militaires situent entre 100 000 et 200 000 le nombre de civils et de prisonniers de guerre chinois assassinés dans ce qu'on appelle le massacre de Nankin. Les prisonniers étaient utilisés comme cible de baïonnettes, noyés, brûlés vifs ou enterrés jusqu'au cou avant d'être décapités. Des villages entiers aux alentours de la ville ont été incendiés. Le général Matsui est entré dans Nankin le 17 décembre pour la cérémonie de la victoire.
On raconte qu'en observant la fumée qui s'élevait encore sur la ville, il s'est mis à pleurer. Il a été relevé de son commandement des mois plus tard pour des raisons officiellement attribuées à sa santé. Au tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient en 1948, il a été condamné et exécuté. La guerre en Chine s'est prolongée pendant 8 ans de plus, sans résolution définitive. L'armée japonaise contrôlait les villes et les lignes ferroviaires, les partisans chinois contrôlaient la campagne. Les troupes japonaises avaient besoin de nouvelles incorporations constantes et pour maintenir l'agressivité des soldats face à une guerre d'usure, les instructeurs employaient des méthodes qu'un officier de la 14e division, Tominaga Shozo, a décrites des décennies plus tard avec une précision glaçante. Les nouveaux recrutés devaient exécuter des prisonniers chinois avec des sabres ou des baïonnettes comme ultime étape de leur entraînement. L'instructeur qui lui a enseigné la technique, un sous-lieutenant nommé Tanaka, a expliqué que sans cette expérience, les soldats ne seraient pas capables de tuer au combat. Tous sont devenus des démons en 3 mois, a écrit Tominaga. De bons fils, de bons pères, de bons grands frères à la maison, amenés sur le front pour s'entretuer. Pendikoma Mobashiti. Pour financer et ravitailler cette guerre interminable, le Japon avait besoin de ce qu'il n'avait pas. Du pétrole, du caoutchouc, de l'étain, du fer. Tout cela se trouvait au sud. Et vers le sud, les puissances coloniales occidentales, la Grande-Bretagne, la Hollande, la France, maintenaient des empires que l'armée impériale considérait comme un obstacle et comme une opportunité. L'amiral Isoroku Yamamoto mesurait exactement 1,60 m, avait des épaules larges et la poitrine en tonneau d'un lutteur. Il lui manquait 2 doigts à la main gauche, perdus lors de la bataille de Tsushima lorsqu'il était un jeune aspirant en 1905. Il parlait anglais couramment, avait étudié à Harvard, connaissait les gisements pétroliers du Texas et les usines d'automobiles de Détroit. Il avait dit publiquement, plus d'une fois, que c'était une folie d'entrer en guerre contre les États-Unis. Et pourtant, c'est lui qui a conçu le plan pour attaquer Pearl Harbor. Son raisonnement était celui d'un joueur de poker, et Yamamoto était un joueur obsessif, capable de se rappeler la distribution des cartes avec la même précision qu'il se rappelait les idéogrammes japonais. Si la guerre était inévitable, comme l'armée semblait déterminée à la faire, alors la seule stratégie viable était d'asséner un coup si dévastateur au début que les Américains, confrontés à des mois de reconstruction avant de pouvoir contre-attaquer, accepteraient une paix négociée pendant que le Japon consoliderait sa domination sur le sud-est asiatique. « Si nous échouons, » a dit Yamamoto à son chef des opérations, l'excentrique capitaine Kameto Kuroshima, il vaut mieux que nous abandonnions la guerre. Kuroshima, connu dans la flotte comme l'officier brumeux, a élaboré les détails du plan dans sa cabine pendant des jours, en sortant enveloppé dans des nuages d'ail, d'encens et de fumée de cigarettes. Les détails les plus précis sur Pearl Harbor ont été fournis par l'enseigne Takeo Yoshikawa, un agent de renseignement de 29 ans qui vivait à Honolulu sous l'alias de Tadashi Morimura, avec le titre officiel de fonctionnaire consulaire. Pendant des mois, Yoshikawa a conduit son automobile 2 fois par semaine autour de l'île d'Oahu, visitait les alentours du port chaque jour, prenait des notes mentales sur les mouvements de la flotte depuis une colline et dessinait les schémas des navires ancrés tout en buvant du saké avec des geishas dans le restaurant Shonchoro, qui offrait une vue parfaite sur le bassin. Dans les sous-marins près de Mitsukwe Bay, sur l'île de Shikoku, des dizaines de jeunes officiers s'entraînaient à des attaques de torpilles avec des sous-marins de poche de 2 équipiers. À Kagoshima, les pilotes de torpilleurs volaient à 7,5 mètres d'altitude entre des cheminées et des poteaux téléphoniques, répétant la topographie de Pearl Harbor dans les rues d'une ville civile. Les ménagères se plaignaient au quartier général parce que les avions arrachaient presque le toit du restaurant Hirano en essayant d'impressionner les geishas. Le 26 novembre 1941, la force d'attaque de porte-avions Kido Butai en japonais
a pris la mer depuis la baie de Hitokapu dans les îles Kuril. 6 porte-avions, 2 cuirassés, 2 croiseurs lourds, 1 croiseur léger, 8 destructeurs et plusieurs navires de soutien. Un total de 360 avions. Les pêcheurs locaux avaient été ramassés préventivement par des patrouilleurs pour qu'ils ne puissent pas voir la flotte partir. Le courrier sortant était confisqué. Les capitaines ont reçu des instructions de couler tout navire neutre qui croiserait leur chemin. La flotte a navigué dans un silence radio total vers le nord-est, en prenant la route du nord à 42 degrés de latitude nord, où aucun navire commercial ne naviguait en novembre en raison des mers démontées. Les marins attachaient les charges de carburant avec les dents pendant les nuits de tempête. Les pilotes jouaient aux cartes dans les cabines sombres, peignaient des aquarelles, écrivaient des livres. Le pilote de chasse Yoshio Shiga a peint 8 aquarelles d'un temple et a organisé une exposition privée pour les officiers du Kaga, se sentant honteux de faire quelque chose d'aussi peu sérieux à un moment aussi sérieux. Il était convaincu qu'il ne vivrait pas pour les exposer ailleurs. Le 26 novembre, le secrétaire d'État Cordell Hull a remis aux ambassadeurs japonais à Washington un mémorandum exigeant le retrait de toutes les forces japonaises de Chine et d'Indochine comme condition à tout accord. Les ambassadeurs Kichisaburo Nomura et Saburo Kurusu, ce dernier envoyé spécialement en renfort, savaient que c'était impossible. L'amiral Nagano, chef d'état-major de la marine, a résumé la situation devant le Premier ministre Tojo avec un chiffre. La marine consommait 400 tonnes de pétrole par heure. Les réserves dureraient 2 ans de guerre. Si le Japon n'agissait pas maintenant, il ne pourrait plus jamais agir. Le 1er décembre 1941, au palais impérial, l'empereur Hirohito a écouté la présentation de la décision de guerre. Assis sur l'estrade, face aux longues tables où le cabinet et les hauts commandements gardaient le silence, la tête inclinée, il n'a pas dit un mot. Puis il s'est retiré. Les documents de déclaration de guerre lui ont été présentés pour son sceau. Il les a signés. Les historiens ont débattu pendant des décennies du rôle de l'empereur dans cette décision. Les preuves disponibles indiquent qu'il connaissait le plan pour attaquer Pearl Harbor et l'a approuvé. En janvier 1946, il a confessé à son grand chambellan Izanori Fujita « L'empereur d'un État constitutionnel ne peut pas s'exprimer librement par la parole ou par l'action. Lorsqu'on me présente une décision selon la procédure légale, il ne me reste plus qu'à l'approuver, même si je la considère extrêmement indésirable. » La flotte combinée a reçu le signal crypté le 2 décembre. Niitakayama, Nobor 1208. Gravissez le mont Niitaka le 8 décembre. Le mont Niitaka, à Formose, était le sommet le plus élevé de l'Empire japonais à 4145 mètres. C'était le code pour attaquer comme prévu le 8 décembre. À Honolulu, on était encore le 7 décembre. Avant l'aube du 7 décembre 1940 et éteint, 353 avions japonais, 97 bombardiers horizontaux, 135 bombardiers en piqué, 40 torpilleurs et 81 chasseurs sont partis des ponts de 6 porte-avions sur une mer avec des vagues de 4 mètres de haut. Les porte-avions gîtaient entre 12 et 15 degrés. Les manœuvres étaient normalement annulées lorsque les vagues dépassaient 5 degrés. Il n'y avait pas d'option de reporter. Le commandant Mitsuo Fuchida, pilote vétéran de 3000 heures de vol en Chine, menait la première vague. Lorsqu'il a aperçu les côtes d'Oahu au lever du jour, il a vu le soleil s'élever à sa gauche, brillant et rouge. Les avions devant lui se découpaient en silhouettes noires contre le rouge. Le jeune pilote torpilleur Juzo Mori, fils d'un agriculteur, n'avait jamais vu un lever de soleil depuis les airs. La scène lui paraissait si romantique, si incongruente avec ce qu'il savait venir ensuite, qu'il ne pouvait pas croire qu'il se dirigeait vers la bataille la plus importante du Japon. Les radars de l'armée américaine à la pointe nord d'Oahu ont détecté la formation à 7h06 du matin.
Les soldats de deuxième classe George Elliott et Joseph Lockhart, qui opéraient l'équipement à Opana Point, ont signalé le signal le plus grand qu'ils aient jamais vu au seul officier de garde disponible, un pilote en formation nommé Kermit Tyler. Tyler a évalué qu'il devait s'agir des 12 forteresses volantes B-17 qui arrivaient de Californie ce matin-là. « Ne vous en préoccupez pas », a-t-il dit. À 7h53, Fuchida a transmis le signal « Tora! 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 Tigre! Tigre! Tigre !» Le signal attestant que la surprise totale avait été obtenue. À 7h55, les premières torpilles ont pénétré les eaux peu profondes du bassin et ont frappé la ligne de cuirassés. Le destructeur Ward avait déjà coulé un sous-marin de poche japonais à 6h50 et 1 du matin, et le rapport avait mis 40 minutes à parvenir à l'état-major. Au moment où l'amiral Kimmel a été notifié, la première bombe tombait déjà. En 90 minutes, 2 vagues d'attaques ont coulé ou gravement endommagé 8 cuirassés, 3 croiseurs, 3 destructeurs et 188 avions. 2403 Américains sont morts. La marine impériale japonaise a perdu 29 avions, 5 sous-marins de poche et 65 hommes. Mais les 3 porte-avions de la flotte du Pacifique étaient en mer ce matin-là. Et les raffineries de pétrole, les dépôts de carburant et les arsenaux de Pearl Harbor sont restés intacts. L'amiral Nagumo, préoccupé par la possibilité de contre-attaque, a ordonné que les porte-avions se retirent sans lancer une 3e vague qui aurait pu détruire ces installations. Yamamoto, à bord du Nagato dans la mer intérieure, a appris l'attaque par la radio. Il avait passé l'après-midi à jouer aux échecs japonais avec son officier favori, le commandant Yasuji Watanabe. Il a gagné 3 parties sur 5. Lorsque la nouvelle du succès est arrivée, il n'y a pas eu de célébration dans sa cabine. Yamamoto a composé un poème de 31 syllabes. C'est mon unique désir de servir l'empereur comme son bouclier. Je n'épargnerai ni mon honneur ni ma vie. Il a écrit également à un ami. Je me trouve dans une position étrange, devant prendre une décision diamétralement opposée à mon opinion personnelle, sans autre option que d'avancer à toute vapeur dans son exécution. Serait-ce aussi le destin? À Washington, le président Roosevelt a annoncé l'infamie devant le Congrès. Le lendemain, les États-Unis déclaraient la guerre au Japon. Hitler, honorant le pacte tripartite, a déclaré la guerre aux États-Unis le 11 décembre. Ce qui avait commencé comme un conflit régional en Asie était devenu une guerre mondiale. Le même 8 décembre 1941 qui a marqué l'attaque de Pearl Harbor, le lieutenant-général Tomoyuki Yamashita débarquait 3 divisions sur la côte nord-est de la péninsule de Malaisie, avec l'intention de prendre Singapour en 70 jours. Le colonel Masanobu Tsuji, le dieu des opérations, selon ses subordonnés, l'homme qui avait brûlé une maison de geisha remplie d'officiers dans un accès d'indignation morale, avait survolé personnellement la jungle malaisienne dans un avion sans marque pour photographier les aérodromes britanniques. Sa conclusion a été qu'alors Star et Kota Bharu devaient être pris dès les premières heures, à n'importe quel sacrifice. Yamashita avait 70 000 hommes. Les Britanniques, commandés par le général Arthur Percival, avaient une garnison de 85 000 hommes à Singapour, mais la majeure partie était une troupe auxiliaire mal entraînée. Les immenses canons de 15 pouces qui pointaient vers la mer, construits en 20 ans pour un coût de 60 millions de livres sterling, ne pouvaient pas pivoter vers la terre. Tsuji était arrivé à la conclusion qui changerait la bataille. Singapour était inexpugnable par la mer, mais pratiquement sans défense par le nord. La jungle au nord de la péninsule, considérée comme impraticable, serait le chemin de Yamashita. Ses troupes ont progressé à bicyclette. Lorsqu'un pneu crevait, ils continuaient sur les jantes. Le grincement de milliers de jantes sans air sur l'asphalte tropical résonnait pour les Britanniques comme des chars d'assaut qui approchaient. Le 15 février 1000,
1942, 70 jours après le premier débarquement. Exactement dans le délai que Yamashita avait promis, le général Percival s'est assis en face de Yamashita dans l'usine Ford près de Bukit Timah. Le lieutenant-colonel Ichiji Sugita a servi d'interprète. Yamashita a demandé s'il y avait reddition inconditionnelle. Percival a hésité. Yamashita s'est impatienté et l'a interrompu en frappant du poing sur la table. « Oui ou non ?» Le général britannique a baissé le regard. « Oui. » Plus de 130 000 soldats britanniques, australiens et indiens se sont rendus. Ce fut la plus grande capitulation militaire de l'histoire de la Grande-Bretagne. Winston Churchill, informé par téléphone au lever du jour depuis Singapour, a répondu « Ils ont été vaincus ». À Yamashita, on avait donné le surnom de « Tigre de Malaisie ». Des décennies plus tard, lors du procès de Tokyo, il serait condamné et exécuté pour les crimes commis par ses troupes durant la conquête, y compris le massacre de l'hôpital Alexandra, où des soldats japonais ont assassiné des patients dans leur lit et le personnel médical. Yamashita a déclaré qu'il n'avait pas donné ses ordres. Son avocat défenseur a soutenu que la condamnation était une vengeance judiciaire. Le juge associé Frank Murphy de la Cour suprême des États-Unis a protesté dans sa dissidence. L'honneur de cette nation est en jeu. Hong Kong a capitulé le 25 décembre 1941. Les Philippines, où le général Douglas MacArthur commandait une force mixte de soldats américains et philippins, sont tombées plus lentement. La résistance à Bataan a duré jusqu'au 9 avril 1942. Corregidor, l'île forteresse dans la baie de Manille jusqu'au 6 mai. La reddition du général Jonathan Wainwright a été l'une des scènes les plus humiliantes qu'un commandant américain ait vécues. Après avoir signé la capitulation de Corregidor, il a été conduit en voiture jusqu'à Bataan pour rencontrer le général Masaharu Homma. Wainwright est arrivé émacié, voûté sur sa canne. Il a tenté de limiter sa reddition aux 4 îles de la baie de Manille. Homma, offensé, l'a renvoyé à Corregidor pour reconsidérer. Le lendemain, Wainwright a dû capituler sur tous les termes originaux. Ce soir-là, devant un microphone de radio, la voix coupée par l'émotion contenue, il a ordonné à toutes les forces américaines et philippines de l'archipel de se rendre. Il a télégraphié à Roosevelt. Le cœur brisé et la tête inclinée de tristesse, mais non de honte. Au cours des semaines suivantes, les 76 000 prisonniers capturés à Bataan ont été forcés de marcher sous le soleil brûlant du mois d'avril philippin vers le camp de prisonniers de Camp O'Donnell, à plus de 90 kilomètres. Entre 5 000 et 10 000 hommes sont morts dans ce qu'on appellerait la marche de la mort de Bataan, d'épuisement, de déshydratation, de coups et d'exécutions sommaires. Les instructions que le général Homma avait données à ses troupes ont été ignorées ou subverties. Homma, qui avait interdit le pillage et le viol et ordonné de traiter les Philippins comme des amis plutôt que comme des ennemis conquis, a été marginalisé puis relevé par ses supérieurs qui le considéraient comme trop tendre. Dans le sud-est asiatique, l'armée impériale a pris Rangoon en mars, Batavia en mars, les Indes orientales néerlandaises en mai. L'empire du soleil levant s'étendait désormais des frontières de l'Inde jusqu'aux îles Salomon, des Aléoutiennes jusqu'aux côtes de l'Australie. En moins de 6 mois, le Japon avait conquis plus de territoire qu'aucune armée dans l'histoire humaine. Mais l'horizon était déjà assombri. Le 18 avril 1942, 16 bombardiers B-25 de l'armée de l'air américaine ont décollé du pont du porte-avions Hornet, à 1050 km des côtes japonaises, et ont survolé Tokyo, Nagoya, Osaka et Kobe à midi un samedi. Les civils dans les rues de Tokyo ont salué les avions en confondant leurs marques avec le soleil levant. Un enfant dans une cour d'école a pensé que les parachutes qu'ils lançaient étaient un cadeau des Américains. Le Premier ministre Tojo a failli entrer en collision avec l'un des B-25 lorsque son avion tentait d'atterrir sur l'aérodrome de Mito. Le secrétaire de Tojo, en voyant l'insigne américain du fuselage à quelques mètres, a pensé « C'est un Américain ».
L'avion est passé sans tirer. Le dommage physique a été minime. Le dommage psychologique a été immense. Pour la première fois dans l'histoire, le sol sacré de l'archipel avait été bombardé. Yamamoto s'est enfermé dans sa cabine, pâle et déprimé, et n'est pas sorti de toute la journée. Dans les jours suivants, 4 groupes de chasseurs ont été réassignés à la défense de l'archipel, soustrayant des forces des fronts actifs. L'attaque a accéléré la décision de Yamamoto de mener à bien l'invasion de Midway, l'atoll à 1800 km au nord-ouest de Pearl Harbor. Si Midway tombait aux mains des Japonais, l'amiral Chester Nimitz devrait envoyer ce qui restait de sa flotte pour le reconquérir, et dans cette bataille, argumentait Yamamoto, la flotte combinée les écraserait. C'était le même pari du tout ou rien qui avait défini sa carrière. Une victoire décisive dans les premières semaines ou premiers mois, avant que la machine industrielle américaine ne pût inverser la balance. Ce que Yamamoto ne savait pas, c'était que les cryptologues de Nimitz avaient brisé le code de la marine impériale. L'amiral Joseph Rochefort et son équipe à Pearl Harbor ont déchiffré suffisamment du trafic crypté japonais pour déduire que l'objectif principal était Midway et la date approximative de l'attaque. Entre le 4 et le 7 juin 1942, lors de la bataille de Midway, 4 des 6 porte-avions qui avaient attaqué Pearl Harbor ont été coulés en l'espace de quelques heures. L'Akagi, le Kaga, le Soryu et l'Iryu ont disparu avec leurs équipages, leurs pilotes entraînés, leurs mécaniciens spécialisés et leurs avions. Plus de 3000 marins japonais sont morts. Les États-Unis ont perdu le Yorktown et 307 hommes. L'officier d'état-major Minoru Genda, l'architecte intellectuel de l'attaque de Pearl Harbor, avait développé de la fièvre la veille de la bataille et l'a supervisée depuis sa cabine. L'amiral Nagumo, qui n'avait jamais eu confiance dans les opérations aériennes de porte-avions, a pris la décision fatale de réarmer ses bombardiers avec des armes anti-surface juste au moment où les avions de reconnaissance revenaient avec des rapports sur la flotte américaine. Lorsque l'ordre est arrivé de les réarmer à nouveau avec des torpilles pour l'attaque des porte-avions, le pont des 4 navires était un chaos de bombes, de carburant et d'avions entassés. Une seule attaque en piqué a suffi pour enflammer ce poudrier. L'amiral Tamon Yamaguchi, qui commandait le Hiryu, le 4e porte-avions japonais à couler, a refusé la permission d'abandonner le navire. « Je vous confie l'Empire japonais », a-t-il dit à un officier plus jeune. Il a attaché sa casquette et est resté sur le passerelle pendant que le feu le consumait. Le Japon n'a jamais annoncé la défaite. Le ministère de la Marine a informé ses équipages survivants que s'ils révélaient ce qui s'était passé, ils seraient poursuivis. Les marins blessés de Midway ont été maintenus en quarantaine dans les hôpitaux, sans visite familiale, jusqu'à ce que la guerre se termine ou qu'ils meurent. La nation a continué de croire que l'Empire progressait vers la victoire. En août 1942, les Marines américains ont débarqué à Guadalcanal, une île luxuriante des Salomon, où les Japonais construisaient un aérodrome qui permettrait à leurs avions de dominer le Pacifique Sud et de couper les routes de ravitaillement vers l'Australie. L'aérodrome, achevé dans les premiers jours d'août, a été capturé intact et rebaptisé Henderson Field. Ce qui a suivi a été une campagne de 6 mois que les vétérans japonais décriraient comme le pire enfer que la guerre leur ait imposé. Le général Kiyotake Kawaguchi a emmené ses 6000 hommes à travers la jungle la plus dense de l'île avec des rations pour 3 jours. La chaleur et l'humidité étaient insupportables. Des températures de 35 degrés combinées à une pluie constante, le paludisme, la dysenterie et une jungle où la végétation coupait les vêtements et la peau. Les hommes perdaient leur chemin dans l'obscurité absolue sous la canopée des arbres. Les blessés qui ne pouvaient pas marcher étaient abandonnés.
Ceux qui pouvaient continuer avançaient la salive sèche et les lèvres gercées, mâchant des brins d'herbe parce qu'il n'y avait rien d'autre. Le 13 septembre 1942, l'assaut de Kawaguchi contre Henderson Field a été repoussé avec des pertes dévastatrices. Plus de 900 Japonais sont morts en une seule nuit. Les survivants se sont repliés vers l'intérieur de la jungle, où le paludisme et la faim ont achevé ce que les balles américaines n'avaient pas terminé. À Tokyo, le haut commandement japonais ne pouvait pas admettre que Guadalcanal était en train d'être perdu. Ils ont envoyé des renforts dans des convois nocturnes de destructeurs, le Express de Tokyo, que les Américains attendaient invariablement. Les canons navals des deux côtés ont illuminé les détroits de Savo et de Fer avec une régularité macabre pendant des mois. Le contre-amiral Tanaka Raizo, qui a commandé beaucoup de ces convois, s'est rappelé plus tard que chaque nuit, il partait en sachant que certains de ces destructeurs ne reviendraient pas. Sur le terrain, les soldats japonais mangeaient des serpents, des rats, des racines de palmier. Beaucoup sont morts de malnutrition. Le journal du soldat Yokoyama, retrouvé après la guerre, consigne d'une écriture de plus en plus faible qu'il n'avait plus la force de ramasser ses propres excréments et qu'il pensait à sa mère. Au moment où le Japon a évacué ses 10 652 derniers survivants de Guadalcanal entre le 1er et le 7 février 1943, près de 24 000 soldats et marins japonais étaient morts, les 2/3 d'entre eux de maladie et de faim, non au combat. L'amiral Yamamoto survolait les îles Salomon pour visiter les garnisons en avril 1943 lorsque le renseignement américain, qui avait déchiffré l'itinéraire de son vol, a envoyé 16 chasseurs P-38 pour l'intercepter. Son avion de transport Mitsubishi J4M a été abattu au-dessus de la jungle de Bougainville à 9h34 du matin, le 18 avril. Les soldats japonais qui ont secouru les restes de l'avion ont trouvé Yamamoto assis droit dans son siège, la main serrant la poignée de son sabre, comme s'il donnait encore des ordres. Pendant que les armées combattaient dans les îles du Pacifique, le front intérieur japonais expérimentait sa propre transformation graduelle et dévastatrice. Au début, la guerre avait apporté l'euphorie. Après Pearl Harbor, des milliers de télégrammes de félicitations sont arrivés à l'amiral Yamamoto sur le Nagato. Les marins les ouvraient par sac. Une étudiante du secondaire de Hiroshima se rappellerait des décennies plus tard. Lorsque Singapour est tombé, mon père est rentré à la maison en pleurant de fierté. Il a crié « Banzai » jusqu'à ce qu'il perde la voix. La vie quotidienne s'est durcie de manière presque imperceptible au début. Le rationnement des tissus a commencé en 1942. Chaque Japonais recevait un certificat annuel pour acheter un nombre limité de mètres de coton. La viande et le poisson frais ont disparu des marchés avant la fin de l'année. Les femmes ont appris à faire du miso avec des cosses de soja et à préparer des gâteaux de riz qui incluaient du drèche de saké et du son mélangé avec le peu de farine qui restait. Les jeunes hommes disparaissaient dans l'armée. Les femmes et les enfants prenaient leur place dans les usines. Le gouvernement a mobilisé les étudiantes de lycée pour travailler dans les usines de munitions. Beaucoup avaient 13 ou 14 ans. Elles travaillaient 12 heures par jour, 6 jours par semaine, tournant des obus d'artillerie avec des mains qui saignaient à la fin de chaque journée. Un ouvrier d'usine de Nagano se rappellerait qu'en 1943, il pouvait encore obtenir suffisamment de nourriture, mais qu'en 1944, il y avait des nuits où il retournait au dortoir le ventre vide. « Nous rêvions de riz blanc », a-t-il écrit dans ses mémoires. Rien que du riz blanc, sans assaisonnement, sans rien. C'était le rêve le plus doux que nous avions. La propagande du gouvernement insistait sur le concept d'Ichioku Gyokusai, les 100 millions mourant ensemble comme des joyaux brisés plutôt que de se rendre. Les affiches dans les gares montraient des mères japonaises allaitant leur bébé la tête haute et l'horizon en flammes derrière elles. Les écoles ont éliminé tous les manuels scolaires qui mentionnaient la paix. Le mot lui-même, Heiwa, a cessé d'être utilisé dans les médias.
La police de la pensée, le TOCO, la section spéciale de la police, surveillait toute expression de doute ou de mécontentement. Des hommes étaient arrêtés pour avoir commenté que le riz se faisait rare, pour avoir écouté des émissions de radio étrangères, pour avoir conservé des publications en langues occidentales. Dans un cas documenté, un ouvrier d'usine a été arrêté pour avoir commenté que les avions américains n'étaient pas mauvais après en avoir vu un abattu dans le ciel de Nagoya. Mais il y avait d'autres choses que la propagande ne pouvait pas faire taire complètement. Les lettres des soldats commençaient à arriver avec les parties censurées tellement noircies qu'il restait à peine des mots. Les trains de blessés arrivaient de nuit dans les gares périphériques, évitant les heures de grande affluence, et les hommes sans jambes ou sans bras étaient transférés à l'aube pour que personne ne les voie. Les familles qui recevaient les urnes de cendres de leurs morts découvraient parfois qu'elles pesaient moins qu'elles ne le devaient. L'armée a admis après la guerre que, dans certains cas, lorsqu'il ne restait pas de corps à récupérer, les urnes contenaient des pierres ou de la terre du lieu où le soldat était mort. Le 15 juin 1944, plus de 70 000 marines et soldats américains ont débarqué à Saipan, dans les îles Mariannes. Saipan était différente de toutes les batailles précédentes. C'était le sol japonais, la première île avec une nombreuse population civile japonaise sous attaque directe. Le général Yoshitsugu Saito commandait la défense avec 29 000 soldats. Dès le premier jour de la bataille, il est devenu clair qu'il n'y avait aucune possibilité d'évacuation ni de reddition. Les instructions du haut commandement à Tokyo étaient explicites: défendre jusqu'au dernier homme. Le 7 juillet 1944, le général Saito a ordonné l'assaut Banzai final. Il était trop faible pour le mener lui-même. Il est mort plus tard ce matin-là d'un coup de feu dans la tête, probablement auto-infligé selon le rituel. Mais ces 4000 hommes, beaucoup d'entre eux blessés, armés de baïonnettes, de sabres et dans certains cas seulement de bâtons de bambou, ont chargé contre les lignes américaines dans l'obscurité avant l'aube. Ils sont presque tous morts. Ce qui a suivi l'avance américaine vers le nord de l'île était sans précédent dans le Pacifique. Les civils japonais, des familles entières de colons qui vivaient depuis des années à Saipan, des hommes, des femmes, des enfants, ont fui vers les falaises du nord de l'île et se sont jetés à la mer. À Marpi Point, les Américains ont observé impuissants pendant que des mères jetaient leurs bébés depuis le rocher et sautaient ensuite. Les propres troupes japonaises, selon des témoignages de survivants, encourageaient les civils à se suicider, leur disant que les marines américains les tortureraient et les tueraient de toute façon. On estime qu'entre 1000 et 5000 civils sont morts dans ces suicides massifs à Saipan. Le chiffre exact n'a jamais été établi. À Tokyo, la chute de Saipan a provoqué la démission du général Tojo comme Premier ministre le 18 juillet 1944. Saipan mettait les B-29 Superfortress à portée de rayon des villes japonaises. À partir de ce moment, ce n'était plus qu'une question de temps. L'idée est venue de manière presque spontanée parmi des groupes de pilotes de la marine et de l'armée à l'automne 1944. L'amiral Takijiro Onishi, en arrivant à Luçon pour prendre le commandement de la 5e force aérienne de base avec moins de 100 avions opérationnels, a annoncé à ses commandants sa conclusion. Selon moi, il n'y a qu'une seule façon de convertir notre faible force en efficacité maximale, et c'est d'organiser des unités d'attaque suicide composées de Zéros équipés de bombes de 250 kg, avec chaque avion s'écrasant sur un porte-avions ennemi. Les pilotes convoqués pour écouter la proposition dans une salle peu éclairée, selon le témoignage du commandant Tamaï, avaient les yeux enflammés d'une fièvre particulière. Chacun devait penser à cela comme à une opportunité de venger les camarades tombés dans les récents combats des Mariannes. Le 20 et 1 octobre 1944, quelques jours avant la bataille du golfe de Leyte, les premiers kamikazes ont attaqué.
Dans les mois suivants, jusqu'à la reddition du Japon, la force d'attaque spéciale a envoyé 3912 pilotes à la mort. Ils ont coulé 36 navires américains et en ont endommagé 368 autres. L'enseigne Yasunori Aoki avait 22 ans lorsqu'il a été incorporé au corps d'attaque spéciale au printemps 1945. Il avait étudié la sylviculture à Formose par amour pour la nature. Il s'était engagé dans la marine pour son glamour. Il a appris à voler. Lorsque sur l'aérodrome de Kochi, à Shikoku, on a demandé à elle quelque chose dans un avenir lointain, jusqu'à ce que les avions commencent à être modifiés pour la mission. Un réservoir de carburant supplémentaire a été attaché à l'intérieur de la cabine. Une bombe de 250 kg a été fixée sous chaque aile. Aoki a contemplé son avion et n'a pas pu s'empêcher de penser « C'est l'avion qui va m'emmener dans un voyage sans retour. » Le 25 mai, il a été transféré à Kanoya, à Kyushu, une base de préparation finale. Ce jour-là, dans l'après-midi, il a observé depuis le sol un groupe de kamikazes partir vers Okinawa. Puis, il est revenu déprimé au quartier général, une école primaire. Et à son grand étonnement, il a trouvé 6 hommes qu'il croyait venir de décoller. Ils étaient revenus. Ils avaient refusé de partir. La honte des autres s'est allégée en les voyant. S'ils pouvaient ne pas le faire, la lâcheté était au moins un territoire connu. À midi le lendemain, les avions de son groupe étaient sortis sur les pistes. Des bombes américaines sont tombées tout à coup sur la base. Aoki a survécu à cette attaque. Il n'est pas parti vers Okinawa. La guerre s'est terminée avant. Tous n'ont pas eu cette opportunité. Le vice-amiral Matomu Ugaki, qui avait commandé l'état-major de Yamamoto lorsque la flotte japonaise a lancé sa première contre-offensive, a initié la dernière attaque kamikaze de l'histoire le 15 août 1945, des heures après que l'empereur a annoncé la reddition. Il est monté à bord d'un bombardier torpilleur Suisei, tenant le sabre de bataille de Yamamoto, et a conduit 10 autres avions vers Okinawa. On n'a trouvé aucune trace d'aucun d'entre eux. Personne ne sait s'il est venu s'encastrer contre quelque chose. Le 23 octobre 1944 a commencé la bataille du golfe de Leyte, la plus grande bataille navale de l'histoire de l'humanité. La marine impériale japonaise a engagé pratiquement tout ce qui lui restait. 4 porte-avions, 9 cuirassés, 19 croiseurs et 34 destructeurs. Le plan, Opération Shogo, Opération Victoire, était d'une complexité magistrale et d'un désespoir également magistral. L'amiral Jisaburo Ozawa emmènerait les 4 porte-avions survivants vers le nord comme appât, avec seulement 116 avions à bord et suffisamment de carburant pour un voyage aller. L'amiral Halsey, en voyant les porte-avions, poursuivrait cette flotte vers le nord. Pendant ce temps, la première force d'attaque de l'amiral Takeo Kurita, avec 5 cuirassés comprenant les 2 géants les plus grands jamais construits, le Yamato et le Musashi, de 70 000 tonnes et des canons de 46 cm, traverserait le détroit de San Bernardino pour attaquer les transports de débarquement dans le golfe de Leyte depuis le nord. Le Musashi a encaissé 19 torpilles et 17 bombes avant de couler. Avant de couler, son commandant a ordonné de retirer le portrait de l'empereur du navire. Lorsque le navire a finalement coulé, les eaux autour de lui sont devenues noires de pétrole et recouvertes d'hommes qui s'accrochaient à tout morceau flottant. Kurita est arrivé au détroit de San Bernardino et a trouvé seulement un groupe de petits porte-avions d'escorte, des destructeurs et des dragueurs de mines. La Task Force 34 de Halsey avait suivi Ozawa, tout comme le plan le prévoyait. Face à Kurita se trouvaient les navires du Taffy 3, du contre-amiral Clifton Sprague, conçu pour le soutien de l'infanterie de marine, non pour le combat naval. Les 10 premières minutes du combat ont semblé le prélude d'un massacre sans précédent. Puis, quelque chose d'étrange s'est produit. Les destructeurs américains, dépassés en tonnage dans des proportions impossibles, ont chargé contre les cuirassés japonais en lançant des torpilles depuis des distances de 9000 mètres. 3 destructeurs ont été coulés. Les autres sont restés dans la lutte pendant 2 heures et demie.
Les avions des petits porte-avions d'escorte, même lorsqu'ils n'avaient plus de bombes, continuaient de faire de fausses passes contre les croiseurs japonais pour les distraire. Et alors, Kurita a fait demi-tour. Sa flotte s'était dispersée dans le chaos du combat. Il avait perdu le contact avec Tokyo. Il était épuisé, sans dormir depuis 3 jours. Il a cru que la force qui avait combattu contre lui était un groupe de porte-avions de combat de Halsey. Il croyait qu'un autre groupe de porte-avions l'attendait plus au nord. Il a décidé de tourner pour les poursuivre. « Je pense maintenant que nous aurions dû entrer dans le golfe de Leyte », a dit Kurita après la guerre. Alors nous pensions faire de notre mieux, mais maintenant, avec l'esprit froid, je me rends compte que nous étions obsédés par les groupes de porte-avions. La bataille du golfe de Leyte a coûté au Japon 4 porte-avions, 3 cuirassés, 10 croiseurs et 11 destructeurs. La marine impériale n'allait plus jamais livrer bataille en tant que flotte. Le lieutenant-général Tadamichi Kuribayashi a conçu la défense d'Iwo Jima avec une clarté qui présageait sa propre fin. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner, mais il pouvait infliger de telles pertes que les Américains réexamineraient l'invasion de l'archipel. Il a écrit à sa famille avant la bataille « Je ne reviendrai jamais vivant ». Au lieu de lancer des attaques banzai dans le style de Saipan, Kuribayashi a ordonné à ses 21 000 hommes de construire 1500 pièces souterraines interconnectées par 18 km de tunnels creusés sous le volcan Suribachi et la roche volcanique de l'île. Certains bunkers avaient des murs en béton de 1,5 mètre d'épaisseur. Les marines américains, habitués à ce que le bombardement naval et aérien préalable au débarquement détruisent les défenses ennemies, ont découvert qu'à Iwo Jima, les Japonais attendaient simplement sous terre pendant que les bombes tombaient et émergeaient intactes lorsque les navires cessaient le feu. La bataille a duré 36 jours. 6 821 marines sont morts. Des 21 000 défenseurs japonais, seuls 216 ont survécu comme prisonniers. Kuribayashi a envoyé son dernier télégramme à Tokyo le 23 mars 1945. La situation est arrivée à sa dernière phase. Les hommes se disperseront demain pour l'assaut final. Son corps n'a jamais été retrouvé. Okinawa a été plus grand encore. Le 1er avril 1945, la plus grande force amphibie du théâtre du Pacifique a débarqué sur l'île. 183 000 combattants américains contre une garnison japonaise de 77 000 soldats, plus 20 000 miliciens d'Okinawa. Le général Mitsuru Ushijima a répliqué la tactique de Kuribayashi, un réseau de tranchées et de grottes dans la chaîne de collines du sud de l'île, conçu pour attirer les Américains vers des positions où les tireurs japonais pouvaient les tuer depuis de multiples angles. La bataille a duré 83 jours. 12 520 soldats américains sont morts. L'armée japonaise a perdu environ 110 000 hommes. Les civils d'Okinawa, qui parlaient un dialecte différent du japonais standard et dont le territoire avait été annexé à l'Empire moins de 70 ans auparavant, ont subi des pertes catastrophiques. On estime qu'entre 80 000 et 150 000 civils sont morts, certains dans des combats de croisés, d'autres poussés au suicide par des soldats japonais qui leur disaient que les Américains les tueraient de toute façon. Ushijima et son chef d'état-major, le général Isamu Cho, ont commis le seppuku dans leur quartier général souterrain le 22 juin 1945, lorsqu'il était déjà évident qu'il ne restait plus de force pour résister. Au large, pendant toute la bataille d'Okinawa, les vagues de kamikazes se sont succédées les unes après les autres. Depuis Pâques, le 1er avril jusqu'à la chute de l'île, 7 grandes attaques kamikazes ont impliqué plus de 1500 avions. Ils ont coulé 36 navires américains. Le vice-amiral C.R. Brown, qui les a observés depuis le pont de son navire, a écrit plus tard « Nous regardions chaque kamikaze en piqué avec l'horreur distante de quelqu'un qui assiste à un spectacle terrible. Nous oublions notre propre situation pendant que nous essayons de comprendre cet autre homme là-haut. » Pendant que les batailles terrestres consumaient les soldats dans les îles,
Les bombardiers B-29 Superfortress du général Curtis LeMay réécrivaient la guerre aérienne sur le Japon métropolitain. Le 9 mars 1945, à 11 heures du soir, 334 B-29 sont partis des Mariannes avec une charge inhabituelle. Des bombes incendiaires au napalm au lieu d'explosifs conventionnels. La mission visait Tokyo, où les maisons en bois et en papier s'alignaient les unes à côté des autres sur des kilomètres. LeMay avait étudié les cartes de densité démographique de la capitale et ordonné à ses bombardiers de descendre à 1500 mètres d'altitude, impensablement bas pour une mission sur le Japon, pour garantir la précision. Le vent cette nuit-là atteignait 72 km par heure. Les premières bombes ont créé des foyers d'incendie que le vent a transformés en une tempête de feu. Le feu a engendré son propre vent, aspirant l'oxygène vers le centre de l'incendie à des kilomètres à la ronde. Les canaux de l'est de Tokyo bouillaient. Ceux qui sautaient à l'eau pour s'échapper mouraient bouillis. Les rues se transformaient en rivières de feu liquide qui coulaient vers le bas des collines en raison de la géographie accidentée de la ville. En une seule nuit, le 9 mars 1945, entre 80 000 et 100 000 personnes sont mortes à Tokyo. Plus de 267 000 bâtiments ont été détruits. 1 million de personnes se sont retrouvées sans abri. Shinji Mikamo avait 4 ans cette nuit-là. Des décennies plus tard, il décrirait comment sa mère l'a enveloppé dans des couvertures mouillées et l'a porté parmi les corps des morts, pendant que le vent transportait les braises depuis des pâtés de maison. Son père, un maître charpentier, est mort cette nuit-là. Shinji a survécu. Entre mars et août 1945, les B-29 ont brûlé 67 villes japonaises, détruisant entre 40 et 80% de chacune d'elles. Le nombre total de morts civiles dues aux bombardements incendiaires est estimé entre 300 000 et 500 000. Pour l'été 1945, 40% de la surface construite des villes japonaises avait été réduite en cendres. L'armée japonaise a envisagé la possibilité d'armer les civils avec du bambou pour résister à l'invasion qu'ils voyaient venir. Les militaires calculaient qu'une invasion américaine de l'archipel coûterait entre 10 et 20 millions de pertes japonaises, civils inclus, et plusieurs millions de pertes américaines. Le 14 août 1945, le jour même où le président Truman ordonnait aux stations de radio de diffuser les termes de la paix en ondes courtes sur le Japon, l'état-major de l'armée distribuait un document intitulé « Directives pour les opérations défensives finales ». Le 6 août 1945, à 8h15 du matin, le B-29 Enola Gay, baptisé par son pilote, le colonel Paul Tibbets, en l'honneur de sa mère, a largué une bombe de 3 mètres de long sur le centre d'Hiroshima depuis une altitude de 9500 mètres. Little Boy a explosé à 600 mètres au-dessus du sol, au-dessus du pont Aioi, à 300 mètres du point prévu. La boule de feu a atteint une température de 300 000 degrés Celsius. Dans un rayon de 1600 mètres du point d'impact, la température superficielle du granit a dépassé les 1000 degrés. Les toits de tuiles ont fondu et changé de couleur. Les ombres des personnes sont restées gravées pour toujours sur les murs et le pavé. Shigeru Shimoyama, un conscrit de 20 ans qui était arrivé à Hiroshima 4 jours plus tôt, se tenait devant ses baraquements à 550 mètres au nord du point d'impact. Il a vu une lumière rosâtre exploser dans le ciel. Il a été projeté à l'intérieur de l'énorme entrepôt en bois. 5 longs clous dans la poutre du toit l'ont maintenu suspendu dans les airs. Il s'est libéré en la heurtant avec la tête aveuglée par le sang jusqu'à ce qu'il brise le bois et sorte à l'extérieur. Il a pensé instinctivement « bombe atomique ». Il avait un beau-frère qui lui avait parlé en 1943 du fait que le Japon travaillait sur une bombe atomique. Il voulait rentrer chez lui et voir sa fille avant de mourir. Yumiko Nakashima, à 1000 mètres de l'hypocentre, s'est retrouvé piégé sous les décombres du magasin de saké de sa famille.
Sa première angoisse a été pour sa fille de 4 ans, Ikuko, qui jouait dehors. Inexplicablement, elle a entendu la voix d'Ikuko à ses côtés. « J'ai peur, maman. » Étant une femme minuscule de 1,37 m, dans son désespoir, elle s'est frayé un chemin à travers les décombres vers l'extérieur. Tout autour était dévastation. Les gens meurtris marchaient à travers les ruines en silence, comme des somnambules avec des vêtements brûlés et des lambeaux. C'était comme une évocation de l'enfer bouddhique. Le docteur en médecine Shigeto de l'hôpital de la Croix-Rouge, qui s'était échappé de l'incendie originel, est revenu cet après-midi même. Il trouvait des médecins dans des postes de premier secours qui disaient que l'eau était nuisible pour les brûlures. Contrairement à cette croyance, il a crié que l'eau éliminait le poison des brûlures. Il a fait placer des affiches. On peut donner de l'eau. Docteur Shigeto, sous-directeur, hôpital de la Croix-Rouge. Ce jour-là, peut-être 100 000 personnes sont mortes à Hiroshima. Un nombre égal mourrait dans les semaines suivantes de brûlures, de blessures et d'empoisonnement par radiation. À Tokyo, la réaction de l'état-major de l'armée face à la nouvelle a été caractéristique. Le ministre de la guerre Hanami a demandé si la bombe avait été réellement atomique. Il n'y avait que la parole de Truman. C'était peut-être un piège. Le scientifique nucléaire le plus éminent du Japon, le docteur Yoshio Nishina, a été envoyé à Hiroshima en avion. Lorsque son avion a survolé la ville avant le crépuscule, le pilote a demandé « Monsieur, c'est censé être Hiroshima. Que faisons-nous » Nishina a regardé le désert où se trouvait une ville et a dit « Atterrissez. Petit Pushki Shérif. » L'efficace, oui. Août. L'Union soviétique a déclaré la guerre au Japon, honorant l'engagement pris à Potsdam d'entrer en guerre 3 mois après la victoire sur l'Allemagne. Ce soir-là même, 1 600 000 soldats soviétiques ont traversé la frontière de Mandchourie. L'armée du Kwantung, qui dans les années 30 avait été la fierté des forces armées japonaises, avait désormais une efficacité de combat inférieure à 30% à celle d'un régiment de première ligne d'avant-guerre. Le 9 août, le B-29 Boxcar a porté Fat Man sur Nagasaki. L'objectif primaire, Kokura, était couvert de fumée et de nuages. Le bombardier a tourné vers Nagasaki. À 11h01 du matin, 70 000 personnes sont mortes à l'instant de la détonation et 74 800 autres allaient mourir de leurs blessures dans les mois suivants, selon les calculs officiels japonais de la ville. Shigeyoshi Morimoto, l'artisan de cerf-volant qui s'était miraculeusement échappé du bombardement d'Hiroshima 3 jours plus tôt et était revenu chez lui à Nagasaki, expliquait à sa femme ce qu'était le pika, l'éclair de l'explosion, lorsque la lumière l'a interrompu au milieu d'une phrase. Il a ouvert une trappe dans le sol et a poussé sa femme et son fils dans l'abri. Dans l'après-midi du 9 août 1945, le Premier ministre Kantaro Suzuki a convoqué une réunion d'urgence des 6 membres les plus importants du Conseil supérieur de direction de la guerre, les militaires et les civils, dans le bunker souterrain sous le palais impérial. La discussion avait duré des heures, pendant des jours, sans parvenir à aucune conclusion. Le ministre de la guerre Hanami et les chefs de l'état-major de l'armée et de la marine exigeaient que le Japon continue de se battre, ou au moins qu'il impose des conditions à la reddition, que les Japonais se démobilisent eux-mêmes, que les criminels de guerre soient jugés par des tribunaux japonais, que les forces d'occupation soient limitées. Le ministre des Affaires étrangères, Shigenori Togo, insistait sur le fait qu'il était impossible de continuer à combattre et qu'exiger des conditions supplémentaires ne mènerait qu'au rejet allié et à plus de destruction. À minuit, le Premier ministre Suzuki a pris une décision sans précédent. Il a demandé à l'empereur d'exprimer sa volonté. L'empereur Hirohito s'est levé. Ceux qui se trouvaient dans la salle, les ministres, les généraux, le président du conseil privé, ont incliné la tête. Certains se sont penchés en avant sur les tables, sanglotant les bras tendus. La voix de l'empereur était tendue. Il s'est arrêté plusieurs fois. Le secrétaire du cabinet Isatsune Sakomizu, levant les yeux à ce moment-là, a vu Sa Majesté regarder le plafond tout en essuyant ses lunettes avec son pouce ganté de blanc. J'ai réfléchi sérieusement à la situation qui prévaut dans le pays et à l'étranger
et je suis arrivé à la conclusion que continuer la guerre signifie la destruction de la nation et la prolongation de l'effusion de sang et de la cruauté dans le monde. Je ne peux pas voir mon peuple innocent souffrir davantage. Mettre fin à la guerre est la seule manière de restaurer la paix mondiale et de libérer la nation de la terrible angoisse qui le pèse. Il s'est arrêté. Cela me fait mal de penser à ceux qui m'ont servi avec fidélité. Les soldats et les marins qui ont été tués ou blessés dans des batailles lointaines, les familles qui ont perdu tous leurs biens, et souvent la vie dans les attaques aériennes chez nous. Il va sans dire qu'il m'est insupportable de voir les braves et loyaux combattants du Japon désarmés. Il est également insupportable que d'autres qui m'ont rendu des services dévoués soient maintenant punis comme instigateurs de la guerre. Cependant, le moment est venu de supporter l'insupportable. Dans le silence qui a suivi, le Premier ministre Suzuki s'est levé. Les paroles de Sa Majesté doivent devenir maintenant la décision unanime de cette conférence. À l'aube du 15 août 1945, la voix de l'empereur Hirohito a été transmise par la radio à tout l'Empire japonais pour la première fois. L'allocution était dans le langage courtisan formel, pratiquement incompréhensible pour la majorité des Japonais. Certains citoyens se sont agenouillés dans la rue en pleurant, sans comprendre exactement ce qui se disait. D'autres ont compris aussitôt. Une femme à Osaka, se rappelant ce moment des décennies plus tard, a dit qu'en entendant la voix de l'empereur à la radio, sa première pensée a été « c'est une voix si ordinaire ». Au ministère de la Guerre, le général Hanami a été trouvé mort ce matin-là. Il avait commis le seppuku dans le couloir de sa résidence officielle, pointant sa dague vers le bas depuis la gorge. Il a laissé une note. Croyant fermement que le sol sacré du Japon ne sera jamais détruit, je me donne la mort pour m'excuser auprès de l'empereur pour le grand crime de perdre la guerre. La nuit du 14 août, pendant que l'empereur enregistrait le discours de reddition pour sa transmission le lendemain, un groupe de jeunes officiers de l'armée, mené par le major Kenji Hatanaka, a pris la décision qu'il discutait depuis des semaines. Hatanaka est entré au quartier général de la division de la garde impériale avec un pistolet et a demandé au général Takeshi Mori de signer des ordres pour que ses troupes occupent le palais impérial. Le général a refusé. Hatanaka l'a tué. Avec de faux ordres scellés du sceau du général mort, les troupes de la division de la garde ont occupé le palais et ont commencé à chercher les disques de phonographe avec l'enregistrement du discours impérial, les disques de joyaux, comme ils les ont appelés plus tard, une référence au concept des joyaux brisés qui préfèrent se détruire avant d'être profanés. Pendant 4 heures, la rébellion a contrôlé le palais. Les soldats ont fouillé pièce par pièce. Les courtisans qui gardaient les disques les ont cachés dans un sac avec des documents et les ont placés sous une montagne de livres dans un petit coffre-fort. Ils n'ont pas été trouvés. À l'aube, le général Shizuichi Tanaka de l'armée du district oriental est entré dans le palais et a ordonné aux rebelles de se rendre au nom de l'empereur. Hatanaka a donné le signal que l'opération était terminée et est sorti dans le jardin extérieur du palais. Il s'est tiré une seule balle dans la tête. Il avait 33 ans. L'enregistrement a été transmis à midi, le 15 août. Dans la baie de Tokyo, le 2 septembre 1945, à bord du cuirassé USS Missouri, le général plénipotentiaire Yoshijiro Umezu a signé l'instrument de reddition au nom de l'état-major impérial de l'armée. Le ministre des Affaires étrangères, Mamoru Shigemitsu, a signé au nom du gouvernement impérial. Le général Douglas MacArthur a signé au nom des puissances alliées. La Seconde Guerre mondiale était terminée. La guerre que le Japon a commencée dans les neiges de Mandchourie en 1931 et qui s'est intensifiée jusqu'à englober la moitié de la planète, s'est terminée par la signature d'un document sur une table en acajou à bord d'un cuirassé. Les chiffres sont presque impossibles à assimiler dans leur totalité. Le Japon a perdu entre 2,5 et 3,1 millions de militaires morts, soldats, marins, aviateurs.
Entre 550 000 et 800 000 civils japonais sont morts dans les bombardements, dans les suicides de Saipan et d'Okinawa, dans les naufrages de navires de ravitaillement, dans la fin des derniers mois de la guerre. Hiroshima et Nagasaki ajoutent 200 000 autres morts sur le coup ou des effets des radiations. La Chine a subi entre 8 et 13 millions de morts militaires et civils durant les 8 ans de la guerre avec le Japon. Les Philippines, peut-être 1 million. L'Indochine, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, les chiffres se perdent dans les archives coloniales incomplètes, mais les historiens modernes me estiment que la guerre totale en Asie et dans le Pacifique a tué entre 25 et 35 millions de personnes. Les procès du Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, connu sous le nom de procès de Tokyo, ont commencé en mai 1946 et ont condamné à mort 7 hommes, parmi lesquels l'ancien Premier ministre Tojo et le général Matsui, le commandant durant le massacre de Nankin. 21 accusés ont reçu la prison à perpétuité. L'amiral Onishi, organisateur du corps kamikaze, n'a pas attendu le verdict. Il a commis le seppuku la nuit du 15 août 1945. Dans sa note de suicide, il a demandé pardon aux esprits des pilotes qui étaient morts sous ses ordres et a exprimé l'espoir que le Japon reconstruise sa nation en honorant ses morts. Hirohito est resté sur le trône jusqu'à sa mort en 1989, protégé par la décision de MacArthur de ne pas le poursuivre, afin de préserver l'ordre au Japon durant l'occupation. Ces paroles de la conférence impériale de l'Aube du 10 août 1945, recueillies par le secrétaire du cabinet Sakomizu dans des notes prises à la main et plus tard vérifiées par le chambellan impérial Fujita lors d'une conversation privée en janvier 1946, montrent un homme qui, à la fin, a choisi son peuple plutôt que son institution. Je ne peux pas voir mon peuple innocent souffrir davantage. La question de savoir si ce choix est arrivé trop tard ou aurait pu arriver plus tôt a occupé les historiens pendant 80 ans et continuera de les occuper. 50 ans après la guerre, l'organisation journalistique japonaise NHK a recueilli des témoignages de la génération qui l'a vécu. On parlait des marins, des pilotes, des ouvrières d'usine, des femmes de la campagne qui ont envoyé leurs maris et ont attendu des lettres qui ne sont pas arrivées. On parlait aussi ceux qui ont préféré, pendant des décennies, ne pas parler. L'officier Tominaga Shozo, qui a exécuté des prisonniers chinois dans le cadre de son entraînement et a ensuite ordonné à ses soldats de faire de même, a mis 40 ans à commencer à en parler publiquement. « Nous sommes tous devenus des démons », a-t-il dit aux journalistes. De bons fils, de bons pères, de bons grands frères à la maison, amenés sur le front pour s'entretuer. Le marin qui a servi à bord du Nagato de Yamamoto et rédigé les cartes de réponse de l'amiral aux milliers de télégrammes de félicitations arrivés après Pearl Harbor se rappelle les rêves qu'il partageait avec ses camarades. Après la victoire, il voulait aller à San Francisco et diriger le département de comptabilité de la garnison d'occupation. Personne ne voulait aller en Chine. Tous rêvaient de l'Amérique. L'infirmière de la Croix-Rouge, Kyoko Sato, hospitalisée avec de la fièvre dans un dortoir en bois d'Hiroshima lorsque la bombe est tombée, se rappelle que sa première sensation a été que ses poumons s'effondraient. Lorsqu'elle est sortie à l'extérieur, elle a trouvé un flux solide d'humanité silencieuse se déplaçant loin de la ville, semi-nue et sanglante, sans hystérie et sans larmes. Ce qu'il y avait d'irréel là-dedans était effrayant, a-t-elle dit. Le pilote de chasse Mogami Sadao, qui a passé des années sur la frontière de Mandchourie préparé à attaquer des bases aériennes soviétiques dont il avait mémorisé les cartes, se rappelle le matin du 8 décembre 1941 lorsqu'un camarade l'a sorti du hangar pour lui dire que la marine avait attaqué Pearl Harbor. Quoi? La guerre avec l'Amérique? Pouvons-nous battre l'Amérique? C'est ce qu'il a dit à voix haute. Il avait passé des années à étudier le russe pour la guerre contre l'Union soviétique.
Il ne savait rien de l'armée américaine ni le nom d'un seul avion. Cela devrait vous dire dans quel état de préparation se trouvait l'armée. Shizuko Yura avait 7 ans lorsqu'on l'a emmenée dans un poste de premier secours après Hiroshima. Elle était proche de la mort, mais personne ne l'a entendue se plaindre. Elle demandait de l'eau constamment. Sa mère la lui donnait contre l'avis des assistants. « Papa est loin de la maison dans un endroit dangereux », a-t-elle dit avant de mourir. « S'il te plaît, reste en vie, maman. Si nous mourons tous les deux, il sera très seul. » L'Empire du Soleil levant a mis des décennies à nommer ce qu'il avait fait, et certains secteurs de sa société ne l'ont pas encore nommé. Les manuels scolaires japonais ont été un terrain de bataille politique pendant 80 ans, avec des gouvernements conservateurs insistant pour minimiser les atrocités commises par l'armée et des groupes civils et universitaires insistant sur le fait que le silence est une forme de répétition. Les 200 000 femmes de Chine, de Corée, des Philippines et d'autres pays asiatiques qui ont été forcées de servir comme femmes de réconfort pour l'armée impériale, euphémisme pour l'esclavage sexuel systématique, ont attendu jusqu'à la décennie des années 90 pour voir leur existence reconnue publiquement par le gouvernement japonais. La reconnaissance est arrivée en 1993 dans la déclaration du chef de cabinet Yohei Kono, qui admettait que les autorités militaires japonaises avaient participé directement au recrutement forcé. Cela reste politiquement controversé. Le docteur Shiro Ishii, commandant de l'unité 730 et un en Mandchourie, où ont été réalisées des expériences avec des armes bactériologiques et biologiques sur des prisonniers chinois, coréens et alliés, n'a jamais été jugé. Les États-Unis lui ont accordé l'immunité en échange de ses données de recherche. Il est mort d'un cancer de la gorge en 1959, à l'âge de 67 ans, au Japon. Issei Sagawa, l'un des survivants d'Hiroshima les plus connus sous le nom de Hibakusha, personne bombardée, a décrit dans ses mémoires d'après-guerre la perplexité qu'il a ressentie en retournant dans les décombres de sa ville natale et en trouvant des fleurs sauvages qui poussaient déjà parmi les pierres brûlées en ce même automne 1945. Personne n'avait dit aux fleurs que le sol était du poison. Ce que la guerre a laissé au Japon était plus complexe que la destruction. Cela a laissé une génération qui savait qu'elle avait soutenu quelque chose de monstrueux et qui ne trouvait pas toujours le langage pour le dire. Cela a laissé une constitution qui, dans son article 9, renonçait à la guerre comme instrument de politique nationale. Rédigée sous la supervision américaine, oui, mais adoptée par une société qui avait vu où menait le chemin opposé. Cela a laissé le concept de Heiwa, la paix, qui avait été interdit dans les médias pendant la guerre, converti en le mot le plus répété et estimé de la nation dans l'après-guerre. Et cela a laissé les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, les Hibakusha, stigmatisés pendant des décennies par leurs propres compatriotes qui craignaient que les radiations ne soient contagieuses, que leurs enfants ne naissent déformés, que leur seule présence n'apporte la poisse. Les personnes mêmes qui avaient survécu à l'insupportable ont dû survivre aussi au rejet de ceux qui ne voulaient pas se rappeler que cela s'était produit. Le marin qui rêvait d'aller à San Francisco a fini par passer le reste de sa vie à Yokohama. Le pilote de chasse qui a mémorisé les cartes des bases soviétiques a vendu des assurances vie pendant 30 ans. L'officier qui a exécuté des prisonniers chinois dans le cadre de son entraînement est devenu maître d'école. 40 ans plus tard, il a commencé à visiter la Chine avec des groupes de réconciliation, portant avec lui les photographies des champs de bataille. La fillette de 7 ans qui est morte dans le poste de premier secours d'Hiroshima, inquiète parce que son père serait seul si tous les deux mouraient, n'a jamais su que son père était déjà mort dans un archipel du Pacifique dont elle n'aurait pas reconnu le nom. La guerre s'est terminée, les conséquences ont continué.